Lorsque vous créez une application, n'importe laquelle soit-elle, vous aurez nécessairement besoin de sauvegarder les données. Avec la puissance de traitement des données des dispositifs informatiques aujourd'hui, entre autres, les ordinateurs, téléphones et bien d'autres encore, le langage de programmation vous permettra de créer des applications informatiques avec des capacités non exhaustives de traitement des données. Mais remarquez ici, lorsqu'une application informatique s'exécute, les données qu'elle traite sont stockées dans la mémoire RAM, Random Access Memory, qui ne tient les données que pendant l'exécution de l'application. Il suffit que l'application s'arrête pour que cette dernière perde son état et être initialisée à son état initial. Pour permettre à l'application de sauvegarder son état, même après l'arrêt de l'application ou encore du système, la solution consiste à utiliser un support de données indépendamment de votre application. Cela peut être soit un fichier externe ou encore un système de gestion des bases de données. Lorsqu'il revient à utiliser des données complexes qui exigent une certaine organisation, un système de gestion des bases de données est de loin la meilleure solution. Pour ce qui est des applications Android, le système d'exploitation Android, par son architecture, imbrique au niveau inférieur un système de gestion des bases de données permettant des applications créées pour ce système d'avoir un support de données organisé en local. Il s'agit du système de gestion des bases de données SQLite, un système de gestion des bases de données relationnelles permettant de stocker les données organisées dans des tables. Accéder directement à SQLite dans votre application avec des méthodes des API natives, c'est possible, mais avec un code vraiment moins fluide. Ainsi, les ingénieurs de Google qui maintiennent le système d'exploitation Android ont mis en place une bibliothèque dont le nom est Room qui fournit une couche d'abstraction sur la base de données SQLite afin de permettre un accès fluide à cette base de données tout en exploitant toute la puissance de la base de données SQLite. Ainsi, dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment manipuler les données dans la base de données SQLite grâce à la bibliothèque Room en créant cette petite application de gestion des notes tout en suivant les bonnes pratiques de développement des applications Android avec une architecture propre. À partir de cette petite application, on va illustrer les 4 opérations de mise à jour, à savoir l'ajout d'une donnée dans la BD, la modification, la suppression ainsi que la recherche. Vous trouverez dans la description les liens vers les répertoires GitHub de ces projets. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez facilement télécharger le code source de ces projets. Bien, avant de nous lancer dans la pratique, voyons voir d'abord un peu de théorie sur la bibliothèque Room. Room repose sur 3 composants principaux. Il y a la classe de base de données qui contient la base de données et sert de point d'accès principal pour la connexion sous-jacente aux données stockées en local de votre application. Il y a les entités de données qui représentent les tables de la base de données de votre application. Il y a les objets d'accès aux données, les DAO, qui fournissent des méthodes que votre application peut utiliser pour interroger, mettre à jour, insérer et supprimer les données dans la base de données. Avant de continuer, voyons voir aussi la structure des données que nous allons traiter dans notre petite application. Nous aurons une seule base de données dont le nom sera par exemple notre BD. Notre BD aura juste une seule entité, notre entity. Notre table aura 5 colonnes, l'ID qui sera considéré comme la clé primaire, le titre ou title en anglais, la description, ainsi que la colonne is finished. En tout cas, on va garder ça as simple as possible. On aura aussi un seul DAO, comme nous avons une seule entité. De préférence, il est conseillé d'avoir un DAO par chaque entité. On aura ici des méthodes pour enregistrer une note, pour supprimer, pour modifier, pour récupérer les notes, soit toutes les notes, ou soit celles qui sont déjà finies ou pas. Voilà donc, très chers développeurs, ce que nous allons faire dans le reste de cette vidéo. Cool. Dans Android Studio, déjà, j'ai les projets créés avec toutes les configurations en place. Dans build.gradle, au niveau du projet, j'ai ajouté cette dépendance à ce niveau pour Dagahit, tout comme le plugin. Et remarquez ici, la version de Kotlin pour ce projet est de 1.8.1. Et dans build.gradle, au niveau du module app, j'ai à ce niveau des plugins pour Dagahit ainsi que pour Capta. Dagahit
pour l'injection de dépendances des différents objets que nous allons construire pour la matérialisation de notre application. Et CAPT, le processeur d'annotation pour le langage Kotlin, qui aura pour rôle de générer du code source à la compilation pour la bonne marche des bibliothèques comme Daggerhilt ou encore Room. La version de Java ici est de 17, tout comme la version de la machine virtuelle Java qui est aussi à 17. La version du compilateur Compose est à 1.4.3 et dans le bloc dependencies, j'ai les dépendances pour la bibliothèque Room pour une bonne manipulation de la base de données SQLite. Nous avons encore ici les dépendances pour Daggerhilt. Cool. Je vais fermer tous ces fichiers et essayer de structurer notre projet en package. Nous allons développer notre petite application selon une architecture propre, comme on l'a dit. Ainsi, vous pouvez déjà remarquer qu'à ce niveau, nous avons déjà les packages UI. En tout cas, c'est là où on doit retrouver tout ce qui a trait au UI, entre autres les fichiers main activity, qui doit aussi faire partie de ce package. Nous aurons aussi besoin du package data, comme suit, au niveau du package racine, où nous allons mettre tout ce qui est communication avec la base de données, ainsi que la définition du logique métier. Oups, en tout cas, ça ne s'affiche pas. En fait, ce n'est pas que le package n'a pas été créé, c'est juste les caprices d'Android Studio. Je vais changer le format d'affichage à Project, comme suit. Et juste ici, vous verrez que dans ces packages, nous avons le package data. Je vais directement créer une classe pour représenter l'entité ou la table de notre base de données. Ça sera note comme suit. Et ça doit être une data class. Je vais remettre l'arborescence des fichiers à Android. Ça ne s'affiche toujours pas. En tout cas, je n'ai pas le choix. Je vais devoir invalider et redémarrer le projet. En attendant, finissons d'abord avec l'entité note. Avec Room, pour qu'une data class soit reconnue comme une entité, elle doit être annotée par la notation entity, comme suit. Déjà là, nous avons une classe qui représente une entité de notre base de données que nous allons créer dans sous peu. Mais en attendant, nous devons d'abord avoir l'entité. Par défaut, le nom de l'entité ou de la table est le nom de la classe. Mais on peut vouloir attribuer un autre nom en définissant ici les paramètres. En définissant ici au paramètre table name la valeur note entity. Par exemple, nous avons ici la classe note qui représente la table note entity. Une table doit avoir les attributs. Ainsi, les attributs seront représentés par les propriétés de cette data class. Ainsi, la première propriété sera ID, ID de la note. Ça sera du type int. Je veux que cette colonne soit la clé primaire de cette table. Mais aussi, je veux que sa valeur soit complétée automatiquement, c'est-à-dire en laissant la base de données SQLite lui-même de pouvoir attribuer automatiquement une valeur unique. Ici, ça sera donc nulable. Bon, comme c'est SQLite lui-même qui sera en train d'attribuer une valeur. Et pour ce faire, je dois ajouter ici la notation primary key. Pour dire tout simplement à Room que cette propriété sera la colonne considérée comme la clé primaire. En paramètre, comme je veux que ça soit auto-increment, je vais définir le paramètre auto-increment à true. Cool. J'aurai aussi la propriété titre du type string. J'aurai aussi la propriété description aussi du type string. Et enfin, la propriété isFinished de type boolean pour savoir si une note a été clôturée ou pas. Là, nous avons fini avec notre entité. La chose suivante à faire, c'est définir alors les DAO pour définir les différentes actions à faire sur notre entité de notre base de données. Mais là, je vais d'abord invalider et redémarrer le projet, question de voir toute la structure de notre projet. Cool, c'est fait. Là, vous pouvez déjà voir le package data avec à l'intérieur
la classe note. Cool. Normalement, dans la couche data, selon les lignes directrices de bonne architecture d'une application Android, dans la couche data, nous avons deux parties, les data sources ainsi que le repository. L'entité que nous avons déjà créée fait partie des classes qui définissent la logique de communication avec la base de données locale, notre unique source de données, d'où je vais créer à l'intérieur du package data, le package data source, comme suit. Et je vais amener la classe qui définit notre entité à l'intérieur de ces packages comme suit. Et en plus des data sources, je vais créer un autre package, toujours dans data, le package repository comme suit. Mais jusque-là, nous définissons toujours à la partie data source où nous avons juste l'entité. Il nous faut encore les DAO ainsi que la base de données pour finir avec la partie data source. Ainsi, je vais créer un autre fichier que je vais nommer note.dao. C'est une interface. Celle-ci doit être annotée par la notation DAO. Et à ce niveau, nous allons définir toutes les actions que nous allons faire sur notre entité que nous venons de créer. Et Room nous propose une manière très concise pour les faire, juste avec des fonctions marquées par des annotations. Pour ajouter par exemple, la fonction doit être annotée par la notation insert comme suit. Ça sera un suspend function, en tout cas c'est une fonction asynchrone, ça récupère les données dans une base de données, ça prend un peu de temps, ça doit être suspendu. Suspend fan, le nom ça sera insert note, un paramètre note du type note, en tout cas c'est tout. Avec cette fonction, ça nous permettra d'ajouter déjà une note, d'ajouter déjà un enregistrement dans l'entité ou dans la table note. Pour supprimer, on utilise juste la notation delete comme suit, suspend fan, delete note et un paramètre note du type note. C'est tout. Et pour modifier, on utilise la notation update. Ça sera la fonction suspend fan update note et la fonction aura comme paramètre note toujours du type note. Room vérifie ici juste l'ID. Les autres propriétés en tout cas peuvent avoir de nouvelles valeurs parce que là on modifie au fait un enregistrement qui existe déjà dans la table ou dans l'entité. Pour récupérer les données, on utilise la notation query. Et à l'intérieur, l'expression SQL normale pour récupérer une donnée selon un critère bien déterminé. Mais là, nous serons juste en train de récupérer tous les enregistrements dans la table Notes Entity. Ainsi, select all comme suit. J'espère que vous n'êtes pas, j'espère que vous êtes familier au langage SQL. En tout cas, c'est du pur SQL. Select all from Notes Entity, c'est tout. Et ensuite, suspend fan get all notes, comme suit. La fonction sera en train de retourner un flow, le flow de coroutine, évidemment, des listes de notes comme suit. Cool. Cette fonction nous permet de récupérer toutes les notes. Mais notre application aura aussi besoin de récupérer soit les notes finies ou terminées ou encore les notes qui sont encore en cours. D'où je vais créer une autre fonction annotée par la notation query. Et là, ça sera select all from notes entity where is finished est égal à, ça sera is finished. Au fait, c'est la valeur du paramètre qui sera en train de passer à la fonction que je vais définir dans sous peu. Et la fan get filtered note, une liste filtrée, et un paramètre isFinished du type boolean. C'est la valeur qui sera passée comme argument ici, qui sera prise en charge dans cette requête. Cool. Ce sont là ces différentes fonctions et différentes méthodes que nous aurons besoin pour notre application.
Et à la fin, pour les data sources, nous aurons besoin alors de la base de données. Je vais créer un autre fichier, notes database, juste comme une classe ordinaire. En fait, ça doit être une classe abstract class. La classe doit être annotée par la notation database et en paramètre, renseigner au paramètre entities la liste des entités. Pour notre cas, nous avons juste une seule entité implémentée dans la classe notes.class comme suit. En plus du paramètre entities, nous devons aussi définir la valeur du paramètre version que je vais attribuer comme valeur, je vais mettre 1. Et la classe ici doit hériter de la classe room database comme suit. À l'intérieur, je vais déclarer une fonction qui expose notre DAO. Ça doit être aussi une fonction abstract fun note DAO comme suit, qui sera du type note DAO. C'est tout pour la partie data source où nous avons déjà implémenté toute la logique pour connecter notre application à la base de données locale SQLite à travers ces 3 classes, ces 3 fichiers, parce qu'il y a aussi une interface. À présent, ce que nous allons faire, c'est de créer et implémenter les repositories qui doivent avoir comme dépendance la base de données, soit les DAO. En fait, les DAO est ici de la base de données. Comme annoncé, nous n'allons pas construire les dépendances des différents objets manuellement, mais nous allons plutôt utiliser Daggerhilt. Daggerhilt qui sera en train de le faire pour nous. Pour ce faire, nous devons avoir une classe qui hérite de la classe application. Je vais la créer au niveau du package root. Ça sera notes app. Ça doit être hérité de la classe application, comme suit, et doit être annoté par la notation Hilt Android App. Et dans les fichiers manifestes, nous devons définir au niveau de la balise application l'attribut name. Et là, on définit le nom de la classe note app. Comme on l'a dit, l'idée c'est d'injecter la base de données dans la classe repository. Nous aurons besoin de l'instance de la base de données room. Or, l'instance de la base de données room n'est pas créée comme les classes que nous créons nous-mêmes, par exemple la classe note, où il suffit juste d'appeler son constructeur. Mais avec room, c'est conçu par le design pattern builder, après plusieurs configurations, après plusieurs appels de fonctions en enchaînage. Pour ce faire, avec Hilt, je dois définir ce qu'on appelle un module. Je vais d'abord créer un autre package que je vais nommer DI, pour dire tout simplement Dependency Injection. Et là-dedans, je vais créer le module Hilt, dans lequel je vais exposer l'instance de la base de données room dans le reste de l'application. Ça sera app module et c'est un objet singleton. Ça doit être annoté par la notation module, mais aussi on doit préciser la portée des instances qui seront définies dans ce module par la notation install in. Et en paramètre, je veux que les instances qui seront définies dans ce module soient accessibles dans toute l'application. D'où je vais mettre ici singleton component comme suit. Pour l'instance de la base de données, je vais l'exposer par la fonction fun provide database. Provide, en tout cas, c'est vraiment conventionnel. Toutes les fonctions ici qu'on souhaite exposer ailleurs doivent commencer par le mot provide. En paramètre, pour créer l'instance de la base de données room, nous avons besoin du contexte de l'application. Hilt, par la notation application context, nous permet d'avoir cela. En tout cas, c'est bon. Suivi du nom du paramètre, ici ça sera contexte, qui est du type contexte. La fonction doit retourner l'instance de la classe note database. Ainsi, dans le bloc return, à la classe room, je vais appeler la méthode database builder. Au premier paramètre, nous avons besoin du contexte, le contexte de l'application comme suit. En deuxième paramètre, la classe qui implémente la base de données room.
Il s'agit de la classe note database.class.java, comme suit. Ensuite, le nom de la base de données que je vais définir à notes.db. Et juste ici, appeler la fonction build qui permet de retourner alors l'instance de la base de données issue de la classe note database. Normalement, ceci créerait à chaque fois quand on l'appellera une instance de la base de données. Pourtant, tout au long de l'application, nous avons juste besoin d'une et une seule instance de la base de données. Int nous permet d'éviter cela avec facilité. Il suffit juste d'annoter cette fonction par la notation singleton et la fonction exposera qu'une et une seule instance de la base de données. Et pour exposer cette instance au reste de l'application, cette fonction doit aussi être annotée par la notation provide comme suit. C'est cool. La base de données, pour être créée, a aussi besoin d'IDAO. Je vais aussi l'exposer ici par fan provide DAO en paramètre database du type note database. En fait, ça sera en train de retourner l'instance de note DAO qui est égale, au fait, là, c'est la valeur de retour à partir de l'objet database appelé la fonction note DAO. Elle doit être aussi annotée par provide. Cool. Partout où dans notre application on aura besoin soit d'IDAO ou soit de la base de données, Hilt fera sa magie pour construire ses dépendances. En tout cas, c'est tout avec ces packages. Alors, dans les packages repository, je vais créer notre repository. Ça sera notre repository, une classe vraiment ordinaire. Cette classe sera en train d'être instanciée par les constructeurs. Et comme elle a besoin de dépendances, je vais juste ajouter ici la notation inject, suivie par le mot-clé construct. Et là, private val DAO du type note DAO. Avec ça, Hilt lui-même fera sa magie pour doter à la classe repository l'instance de dépendance du type DAO qui est exposée déjà dans app module. Ici, nous allons définir la logique métier qui sera exposée à la couche UI de notre application. La première fonction sera une fonction suspend fan, insert, et un paramètre note du type note, qui est directement égal à partir du DAO. On appelle la fonction insert note et on passe les notes en paramètre. En tout cas, c'est tout. Ensuite, suspend fan pour supprimer delete. Un paramètre note du type note qui est directement égal à partir de l'objet DAO. La fonction delete note où on passe note comme argument ici. Suspend fan update pour modifier un paramètre note du type note qui est directement égal à partir du DAO, la fonction update note où on passe les notes comme argument. Ensuite, ici ce n'est pas une fonction suspend parce que pour récupérer dans DAO, en fait, les fonctions retournent juste les flots de coroutine. Ainsi, fan get all qui est égal à DAO.getAll. Oups, en fait, il y a une erreur. En fait, getAllNote dans les DAO a été défini comme une fonction suspend. En tout cas, pourtant, ça ne devrait pas. Tout simplement parce que comme on l'a dit, ça retourne un flow. Je vais donc au niveau des notes DAO retirer ces modificateurs et vous verrez que ça va marcher. C'est bon. Ensuite, fan get filtered is finished du type boolean. Ça aussi, ça sera directement égal à partir du DAO.get filtered. Et là, je passe comme argument is finished. Cool. C'est tout comme logique métier que nous aurons besoin dans notre application. Et ainsi, nous finissons avec la couche data où nous avons déjà implémenté la partie data source et nous venons d'en finir avec le repository. Maintenant, nous allons attaquer la nouvelle couche, la couche UI,
en définissant d'abord le view model pour la gestion de l'état du UI. Déjà dans les packages UI, nous avons main activity qui a été créé par défaut. C'est là où nous allons définir les éléments UI. Mais en attendant, nous avons d'abord besoin du view model qui sera en train d'exposer aux éléments UI les données à afficher. Dans les packages UI, new, en fait, ça sera main view model. C'est une classe ordinaire. Cette classe, ça sera aussi une dépendance à la partie UI. Comme c'est un view model, nous devons la noter par la notation hit view model. Cette même classe a aussi besoin d'une dépendance, l'instance de la classe repository. Ainsi, inject, comme suit, construct, int doit savoir comment lui doter l'instance de private val repository de la classe note repository. La classe doit hériter de la classe view model. Comme je l'ai dit, c'est cette classe qui gère l'état du UI et exposera cet état à la partie élément UI pour afficher ou faire autre chose. Par exemple, pour une bonne gestion de l'état du UI, je vais représenter l'état du UI dans une data class que je vais créer toujours dans ce package, dans ce même package. Une nouvelle classe, ça sera UI state. C'est une data class. Je vais ajouter ici data. Et comme propriété, depuis la couche data, nous aurons besoin de la liste courante des notes à afficher. En tout cas, c'est tout, je pense. Mais comme nous voulons que notre application affiche soit toutes les notes, soit les notes en cours ou les notes terminées, je vais créer ici une propriété, ça sera display type. Ça sera du type display type que je vais définir dans souper. Bien, je vais créer cette classe dans un autre package que je vais nommer utile, dans lequel je vais créer la classe en question, la classe display type. C'est juste une énigme classe. Ici, il y aura comme sous-type all, in progress et finished. Au niveau du UI state, je vais importer ceci et directement l'initialiser par all. Ouais. Après ça, nous aurons la liste val current list de type liste des notes que je vais aussi importer et initialiser par une liste vide à partir de la fonction empty list. Alors dans main view model, comme je l'ai dit, je vais alors définir l'état à exposer ici par val UI state qui est directement égal à mutable state, l'observable natif de Jetpack Compose qui permet de détecter les changements de valeurs pour les afficher à la partie UI avec Compose sans quelconque action de l'utilisateur. Ça sera un mutable state d'une instance de la classe UI state, mutable state of UI state, qui par défaut a comme valeur all pour display type et une liste vide pour current list. Le rôle du view model serait alors de gérer les différentes transitions de l'état du UI. Quand est-ce que display type passerait par exemple de all à in progress pour mettre à jour current list avec les éléments correspondants et vice versa. Ainsi, je vais déclarer une fonction ici que je vais nommer fan get note et à l'intérieur, je vais appeler la structure conditionnelle when pour vérifier la valeur des display type du UI state évidemment, avant de savoir quel type de note dois-je récupérer pour mettre à jour current list. Ainsi, when UI state.value.display type, si c'est all, dans ce cas, je dois récupérer toutes les notes en collectant les flows retournés par la fonction getAll du repository.
Comme collect est une fonction suspend, je vais l'exécuter dans les coroutines de la portée du viewModel par viewModel scope.launch. Et juste à l'intérieur, à partir de l'objet repository, je vais appeler la fonction getAll. Comme ça retourne un flow, je vais appeler la fonction collect qui retourne évidemment une liste de notes. Ainsi, note liste. Ayant déjà la liste retournée par la fonction getAll, là, je peux alors modifier l'état du UI par une nouvelle valeur. Ainsi, UIState.value, ça sera juste égal par une copie de sa même valeur parce que nous allons modifier currentList, mais nous n'allons pas toucher displayType. Ainsi, UIState.value.copy, currentList sera égal à noteList. Cool. Mais si displayType est in progress, comme ceci, viewModelScope.launch, à l'intérieur du repository, cette fois-ci, je vais appeler la fonction getFiltered. Au paramètre isFiltered, je vais passer comme argument false. En tout cas, je vais juste récupérer que le note dont isFinished est false. Ici aussi, je dois collecter comme c'est un flow et mettre à jour currentList par la liste appropriée. Je vais copier tout ceci. Collect n'est pas reconnu. En tout cas, pourtant, ça devrait. Si je mets ça, en tout cas, Android Studio ne les ramène pas. C'est que ce n'est pas vraiment un flow. Ce n'est pas un flow qui est retourné par cette fonction. Voyons voir. Effectivement, la fonction ne retourne rien. Je vais aller dans Notes DAO. Vous pouvez le remarquer, je vais copier ce type de retour ici. Et dans Repository, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ça ne fait qu'appeler la fonction depuis le DAO. Alors, dans Main viewModel, je vais de nouveau copier la fonction qui collecte les flows et coller ici. En tout cas, cette fois-ci, ça marche. Je vais copier tout ceci juste en bas. Lorsque displayType est finished, je vais mettre ici true pour retourner que la liste des notes déjà finie et l'assigner au paramètre currentList de UIState. À l'initial, currentList du UI a été initialisé par une liste vide. Pourtant, displayType est à all. Ce n'est pas du tout bon. Nous allons donc à l'instanciation de la classe MainViewModel directement appeler la fonction getNote pour récupérer les notes dans la base de données. Ainsi, dans le bloc init du viewModel, je vais appeler ici la fonction getNote. Et comme le UIState à l'initial a à la propriété displayType la valeur all, lorsque cette fonction sera appelée à l'initial, c'est cette fonction qui s'exécutera pour mettre à jour currentList de la liste de toutes les notes. Cool. Pour ajouter une note, je vais définir une autre fonction ici, FunInsert, un paramètre, une note, et à l'intérieur, les repositories exposent une fonction suspend pour ajouter une note, d'où je vais l'appeler aussi dans un coroutine de la portée du viewModel, viewModelScope.launch, et depuis l'objet repository, appeler la fonction insert qui a besoin de la note en paramètre. C'est presque la même logique pour supprimer et modifier. Je vais donc dupliquer ces blocs de code. Le nom de la fonction sera ici delete. Et la fonction à appeler depuis les repos est bien la fonction delete. Je vais coller de nouveau pour update. Ça sera ici update. Et ici update. C'est bon. Maintenant, remarquez la fonction getNote ici récupère les notes selon que la valeur de displayType est soit all, soit in progress ou finished. Le UIState est initialisé avec la propriété displayType à all comme valeur. Pourtant, à la partie élément UI, on voudra afficher soit toutes les notes, soit celles qui sont en cours, ou soit celles qui sont déjà terminées.
Ainsi, je vais définir une autre fonction ici pour transiter d'un type d'affichage à un autre avec une répercussion sur la liste à afficher. Ce sera donc fan switch display type en paramètre dt pour dire display type qui est du type display type que la partie UI renseignerait. Et dans ce bloc, je vais mettre le UIState à jour par UIState.value qui est égal à UIState.value.copy. Là, je vais juste modifier display state par le nouveau display state passé en paramètre. Et juste en bas, comme display type a déjà changé, je vais alors appeler la fonction getNote qui met lui à jour la propriété currentList de UIState. En tout cas, c'est bon. C'est tout pour le ViewModel où nous avons géré l'état de notre UI selon un certain logique métier de l'application. Le ViewModel, en plus d'exposer les fonctions pour ajouter, modifier et supprimer à la partie élément UI, va aussi exposer l'état UIState à la partie élément UI. Maintenant, dans Main Activity, où nous allons définir les éléments UI avec ici le cadre d'outils Jetpack Compose, je vais appeler la fonction composable myScreen, juste ici que je n'ai pas encore défini. C'est dans celle-ci où je vais implémenter tous les éléments UI de l'application. Je vais créer un fichier à part, juste pour modulariser le code source. Ça sera myScreen, un simple fichier Kotlin, et à l'intérieur, une fonction composable dont le nom est myScreen, avec en paramètre une instance de la classe MainViewModel que je vais directement initialiser par la fonction HiltViewModel, étant donné que la classe MainViewModel a été annotée par la notation HiltViewModel. C'est cool. Alors ici, je vais d'abord récupérer l'état du UI par val UIState qui est égal à viewModel.UIState. Juste en bas, je vais appeler la fonction composable scaffold pour une mise en page standard déjà prédéfinie. Ici, je dois ajouter cette annotation pour sa prise en charge. Le paramètre content de la fonction scaffold est une fonction lambda qui retourne un paramètre padding value qui doit être défini par un élément à l'intérieur comme valeur de padding. Padding value est juste ici à l'intérieur. Je vais appeler la fonction composable box au paramètre modifia.padding que je vais définir par la valeur de padding value. C'est cool. Avant d'implémenter quoi que ce soit ici, je vais d'abord définir la barre de navigation supérieure du scaffold en définissant le paramètre top bar comme suit, qui doit avoir comme valeur une fonction composable. À l'intérieur, je vais appeler la fonction composable top app bar. Je vais enlever ceci, je vais le définir comme argument du paramètre title comme suit. Et comme valeur, une fonction composable texte, ça sera ici notes app. La barre de navigation proposera une liste de commandes, une liste de menus. Je vais définir ici le paramètre actions et dans ce bloc, au fait, j'aurai juste une seule commande. Lorsqu'on sera en train de cliquer dessus, une liste de commandes s'affichera. Ça sera un icône button. Et à l'intérieur, je vais définir une icône par la fonction composable icon, image vector à partir de l'objet icons, à l'objet field. Je vais choisir l'icône menu. Content description, je vais mettre ça à nul. L'idée est que lorsqu'on clique sur ce bouton, qu'une liste déroulante de menus s'affiche. Ainsi, juste en bas, je vais définir la fonction composable drop-down menu qui sera visible que si l'utilisateur clique sur l'icône menu. Ainsi, je vais définir juste ici en haut. Question 10, cette variable d'état val menu
expanded. Je vais l'initialiser par délégation, by remember, mutable state of. Je vais l'importer, ça sera mutable, donc modifiable. Je vais donc ajouter aussi cette value. Ici, ça doit être plutôt var au lieu de val, et c'est une mutable state de valeur booléenne que je vais initialiser directement à false. Le drop-down menu sera visible lorsque expanded sera égal à true. Je vais mettre ici expanded. Mais là, par défaut, c'est false. Mais tel que nous l'avons dit, le drop-down menu ne sera affiché que si l'on clique sur le bouton icône, sur l'icône menu. À ce niveau, donc, je serai en train juste de modifier la valeur de menu expanded à true, ce qui déclenchera directement l'affichage des drop-down menu. Mais là, je vais affecter juste la valeur contraire à la valeur actuelle du menu expanded, comme suit. Si c'est false, quand je clique sur l'icône, ça prend la valeur true et vice-versa. À l'intérieur des drop-down menu, je vais alors définir les drop-down menu item comme suit. Et au paramètre texte, je vais définir par la fonction composable text, ça sera ici tout. Et pour l'événement, je vais alors appeler à l'objet viewModel la fonction switchDisplayType qui change les types d'affichage et récupère directement les notes correspondantes. Comme argument du paramètre displayType, je vais mettre all. Et comme vous pouvez le remarquer dans MainViewModel, l'état du UI change displayType par celui passé en paramètre. Et à la fin, on fait appel à la fonction getNote qui récupère, remarquez, ça récupère selon que displayType est all, in progress ou finished. Et c'est ce qui se passera ici lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton sur le menu tout. Ici, à l'événement on dismiss request, en tout cas, on doit remettre menu expanded à false. Pour les autres menus, c'est presque la même chose, vous allez voir, mais avant, je vais aussi, après chaque clic sur un élément drop-down menu item, que le drop-down disparaît aussi. Je vais donc modifier ici la valeur de menu expanded à false. Je vais copier tout ceci juste ici en bas. Ici, ça sera en cours et display type in progress. Encore une fois, je vais copier ici en bas. Ici, ça sera terminé et display type, ça sera finished. Cool. C'est bon avec la barre de navigation supérieure. En plus de la barre de navigation supérieure, nous aurons aussi besoin du bouton flottant au niveau de notre scaffold, d'où il faut définir les paramètres floating action button. Ça, nous allons l'implémenter un peu plus tard. En attendant, voyons voir comment implémenter les contenus du scaffold. Je vais définir fill max size pour que les box puissent remplir tout l'écran au niveau du box. Et à l'intérieur, je vais ajouter un lazy column pour afficher la liste des notes. Modifia fill max size, content padding, à padding value que je vais définir à 8 dp, une marge de 8 dp partout que je vais aussi importer. À l'intérieur du lazy column, la fonction items en paramètre, la liste des notes à afficher qu'on retrouve bien dans UIState.value.currentList. Cette fonction lambda retourne évidemment une note. Chaque élément de la liste note. Et à ce niveau, je serai en train d'appeler une fonction composable qui n'existait pas encore. Ça sera note item comme suit. Je vais le définir dans un fichier à part que je vais créer toujours dans le package UI. Notes item. C'est juste un fichier Kotlin. Et ça sera une fonction composable comme suit. Fan note item.
Et comme paramètre, la fonction aura besoin d'une note du type note, d'une fonction onDelete qui ne retourne rien. Ensuite, et d'une fonction onDownClicked. Là aussi, ça doit être onDeleteClicked. OnDownClicked non plus ne retourne pas aucune valeur. Voilà. À l'intérieur, les éléments seront positionnés en ligne, d'où la fonction composable row, modifier à modifier.padding, juste la marge verticale, vertical à 16.dp. Ça va aussi remplir toute la largeur, d'où fill max width. Vertical alignment, pour les aligner verticalement, ça sera à centre vertically. Cool. Le premier élément de la ligne, c'est aussi une ligne, d'où la fonction row. Encore une fois, modifier à modifier. La largeur, je vais la définir proportionnellement à l'objet parent direct par weight à 3F. Vertical alignment à centre vertically. Ici, j'aurai besoin d'un box comme suit. Modifier à modifier. Et comme taille par la fonction size. Width, la largeur, ça sera à 16.dp. Et height, la longueur, ça sera à 70p. Clip, pour définir les bordures par Rounded Corner Shape, ça sera à 50%. La couleur de background par la propriété background. En fait, la couleur sera différente selon que la note est terminée ou pas. D'où par l'expression conditionnelle if. If note is finished. Si c'est true, la couleur du background sera green. Mais dans le cas contraire, else, la couleur sera yellow. Juste à droite du box, je vais ajouter un petit espace par la fonction composable piece width à 8dp. Et juste à côté, je vais définir une colonne par la fonction colonne dont le premier élément, un texte, ça sera le titre de l'objet note, note.title, font weight à bold, max line à 1, ça sera juste une seule ligne, soft wrap à false pour éviter que la zone de texte puisse s'agrandir dans les cas où il n'y a pas beaucoup d'espace, overflow à texte overflow.ellipsis. Et juste en bas, je vais copier ceci. Ça sera pour la description. Font weight, ça sera juste un texte normal. Cool. Nous avons fini avec les premiers éléments de la fonction row qui représente les UI pour chaque élément note. Le deuxième élément, ça sera juste après ces blocs d'accolade. Ça sera aussi une fonction row modifier à modifier.weight. Ça sera 1F. 1 plus 3 qui fait 4. Donc, le premier élément occupera les trois quarts d'espace de la largeur de l'élément parent. Tandis que le deuxième occupera juste un quart d'espace de l'élément parent. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne avec weight. Horizontal arrangements à end. Pour aligner les éléments à l'intérieur à gauche, on aura ici deux boutons. L'un pour terminer une note et l'autre pour la supprimer. Mais le bouton pour valider une note sera visible que si is finished et false. Dans le cas contraire, le bouton ne s'affichera pas. Ainsi, je vais définir une condition à ce niveau. If a note is finished, disons le contraire, si ce n'est pas terminé, on affiche un bouton à ce niveau. Ça sera par la fonction composable icon button, comme suit. À l'intérieur, la fonction composable icon, je vais l'importer. Le paramètre image vector, ça sera à icon.field.down. Content description, je vais mettre ça à nil. Tint pour la couleur de l'icône, à material theme
Scheme à secondary. À ce niveau, nous implémenterons la fonction passer un paramètre en done clicked, comme suit. Ensuite, dans tous les cas, que la note soit finished ou pas, on va afficher le bouton pour supprimer. Ainsi, je vais copier ceci. La fonction sera on delete. L'icône, c'est delete. Et la couleur de l'icône ici, ça sera à error. C'est bon, je pense que c'est tout pour notre item. Je vais rentrer dans My Screen et ici, renseigner tous les arguments que cette fonction a besoin. Au paramètre note, on passe note. Au paramètre on done click, c'est une fonction dans ce bloc. À l'objet viewModel, je vais appeler la méthode update qui a besoin au paramètre note d'un argument. Je vais directement créer l'instance de la note que je souhaite modifier. L'ID doit être le même, d'où note ID. Pour title, je vais remettre le même title, tout comme pour description. Mais ce qui change ici, c'est juste la propriété isFinished qui passe maintenant à true. Pour le paramètre onDelete, c'est aussi une fonction. À l'objet viewModel, je vais appeler la méthode onDelete et passer la note qu'on souhaite supprimer en paramètre. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est définir alors les UI pour ajouter une note dans la base de données. Ici, l'idée est que lorsqu'on sera en train de cliquer sur les boutons flottants, qu'une boîte de dialogue s'affiche où l'utilisateur pourra ajouter une nouvelle note. Ainsi, je vais ajouter un floating action button, comme suit. À l'intérieur, une icône par la fonction composable icon. Image vector à l'objet icons.field, ce sera l'icône add et content description à nil. À l'événement, on clique du bouton. Je vais d'abord créer un autre fichier, toujours dans le package UI. Il s'agit du fichier update dialogue. C'est un simple fichier Kotlin. À l'intérieur, en fait, c'est une fonction composable. Fan update dialogue. À l'intérieur, je vais appeler la fonction composable dialogue. On dismiss, je vais définir cette fonction comme un paramètre ici, en tout cas qui ne retourne rien, que je vais appeler à ce niveau. Ici, j'aurai besoin d'une variable d'état pour les titres, var title, by remember, mutable state of. Je vais ajouter cette dépendance. Tout comme pour modifier, je dois aussi ajouter cette value. La valeur initiale, c'est un texte vide. On aura aussi besoin de la description. Je vais donc copier ceci, juste à ce niveau. Ici, ça sera description. Juste en bas, je vais appeler la fonction composable column. Au paramètre modifia, ça sera modifia.clip rounded shape cone à 16 dp. En fait, ça, c'est l'angle de bordure aux côtés de la boîte de dialogue qui sera en train d'être affiché. Background, ça sera à material theme.color scheme à background. Je prends la valeur par défaut de material theme. Ça va remplir toute la largeur, d'où fill max width. Et padding, la marge, ça sera à 16.10p. Je vais ajouter un texte par la fonction composable text. Et là, ça sera ajouter une note. Comme style, par texte style, font size à 18.sp et font weight à bold. En fait, ça sera ça comme les titres de la boîte de dialogue. Juste en bas, je vais ajouter un petit espace par la fonction composable space.
8, ça sera de 16.10p. Encore juste en bas, text field, value, la valeur ce sera ici, la valeur d'état title, et on value change, on sera en train de mettre à jour, ici la variable d'état title qui sera égale à ita. La valeur est tournée bien sûr lorsque l'utilisateur sera en train de saisir. Placeholder par texte comme suit. Ça sera ici titre. Single line à true comme suit. Je vais dupliquer ceci, comme nous avons aussi besoin du texte field pour la description. Ici, ça sera description, tout comme ici. Pour la description, ça peut aller au-delà de plusieurs lignes. En tout cas, il n'y a pas de problème. En bas, je vais ajouter un autre petit espace, toujours par la fonction composable space, 8 à 8.10p, pour enfin ajouter un bouton par la fonction composable button. À l'intérieur, par la fonction composable texte, le texte sur le bouton sera juste ajouté comme suit. À cet événement, on va appeler la logique pour enregistrer la note. Déjà, nous avons le titre ainsi que la description qui provient de l'utilisateur évidemment. Cette logique est déjà définie dans le ViewModel, comme vous pouvez le remarquer ici. Pour faire simple, je vais ajouter un paramètre au niveau de la fonction updateDialog, le paramètre main_ViewModel du type main_ViewModel. Alors, à ce niveau, depuis l'objet main_ViewModel, je vais appeler la méthode insert, un paramètre, une instance de la classe note comme suit. L'ID, c'est auto-increment, je vais laisser ça à nul. Et là, pour les titres, je vais mettre title. Pour la description, c'est description. Et là, lorsqu'on enregistre une note, par défaut, is finished et à false. Une fois que l'enregistrement a eu lieu, en tout cas, nous avons tout intérêt à cacher la boîte de dialogue. Je vais donc appeler une fois de plus la fonction onDismissRequest juste ici. C'est bon pour notre boîte de dialogue. Dans MyScreen, à ce niveau, je vais déclarer une autre variable d'état, var showDialog by remember mutable state of, ça sera d'une valeur booléenne que je vais initialiser aussi à false. Celle-ci me permettra d'afficher ou pas la boîte de dialogue. Si c'est vrai, la boîte de dialogue sera affichée. Sinon, la boîte de dialogue ne sera pas affichée. À ce niveau de ce bouton, lorsqu'on clique sur le bouton, showDialog ici, je vais le définir à true. Alors, juste à ce niveau, après ce bloc, je vais faire un test. If showDialog, si showDialog est true, on affiche la boîte de dialogue en appelant ici par la fonction composable updateDialog. Le paramètre main_ViewModel, ça sera à ViewModel comme suit. Et au paramètre onDismiss, ici, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? C'est juste remettre showDialog à false pour cacher la boîte de dialogue. Je crois que c'est tout jusque-là. Je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Oups, il y a une erreur. En tout cas, l'application ne marche pas. L'application s'est arrêtée brusquement. On va voir dans log 4. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cannot create an instance of main activity. En fait, cette erreur est signalée parce que nous avons oublié dans main activity d'annoter la classe main activity par la notation Android entry point pour que l'injection de dépendance avec Dagahit puisse être effective dans ces composants du SDK Android. Je vais donc rentrer dans main activity
et ajouter juste ici la notation Android entrée pointe. Je vais exécuter de nouveau pour voir ce que ça va donner. Si ça va marcher, évidemment. Et oui, ça marche. Je vais cliquer sur les boutons pour rajouter. On peut voir que la boîte de dialogue s'affiche. Je vais mettre ici titre 1 à ce niveau et juste ici description 1. Lorsque je clique sur ajouter, et oui, on peut voir la note déjà sur la liste. Ici, ça sera description 2. Oups, c'est plutôt ici description 2. Ici, c'est plutôt titre 2. Lorsque je valide, et oui, ça marche toujours. Néanmoins, il y a des petits problèmes que nous allons fixer. La description ne s'affiche pas sur la liste. Non plus dans les formulaires, les placeholders, en tout cas par tous ces titres. Ce que nous allons faire d'abord dans Update Dialogue, pour les placeholders, ici, c'est description. Et dans notre item, ici, ça doit être plutôt la valeur de la propriété description. Je vais réexécuter l'application pour voir ce que ça va donner encore une fois de plus. Cette fois-ci, c'est bon. La description s'affiche. Ouais, c'est bon. Je vais cliquer sur le bouton pour ajouter. Wow, même le placeholder, c'est bon. Ici, je vais mettre titre 3. Là, je vais mettre description 3. En validant. Cool. Ça marche. Lorsque je clique sur l'icône Done, et oui, ça marche. Vous pouvez voir que ça marche. Je vais cliquer sur le menu. On peut voir le menu contextuel s'afficher. Quand je clique sur le menu en cours, et oui, nous avons juste la note qui est en cours sur la liste. Quand je clique sur menu terminé, et oui, nous avons juste les notes terminées sur la liste. Lorsque je clique sur toutes, nous avons toutes les notes affichées. En tout cas, c'est très génial. Lorsque je clique sur le bouton supprimer, et oui, c'est supprimé, que ça soit en cours ou terminé. C'est tout pour cette vidéo, très chers développeurs. J'espère qu'elle a été très utile pour vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.